Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Jim, bienvenue dans le podcast. Salut. Donc tu es déjà venu dans le podcast puisque tu étais le premier épisode. Aujourd'hui tu reviens dans le cadre de la promo de ton album Bébé 98 qui est sorti récemment sur les plateformes et en physique aussi. Ouais. Donc pour tout ton parcours, on pourra se référer à l'épisode 1, mais est-ce que rapidement tu peux te représenter et nous présenter les différents projets qui t'ont amené jusqu'à cet album ? Ouais, en fait, moi, ça fait plusieurs années que je fais de la production musicale, que je suis aussi chanteur sur mon projet solo. Je réalise des EP, des singles, des trucs comme ça. L'année dernière, j'ai sorti une mixtape qui réunissait plein de titres qui étaient pas sortis en fait pendant plusieurs années, et que du coup j'ai réuni dans un seul format pour me venger. et en fait et du coup voilà, et puis après je suis parti dans l'idée de faire mon premier vrai album, donc je suis parti voyager, j'ai composé, et puis après je me suis réuni avec mes potes, on a produit l'album, et puis maintenant il sort, quoi. Donc je trouve qu'en fait la très grosse différence entre justement la mixtape et cet album, c'est que la mixtape, t'avais vraiment tout fait tout seul. Je crois que t'avais reçu quasiment aucune aide là-dessus, et là tu t'entoures d'une équipe. Qu'est-ce que ça change ? Ça change que je voulais déjà que ce soit différent comme processus. J'avais beaucoup bossé tout seul pendant toutes les 2 années en fait, où j'ai bossé à la fois sur la mixtape, mais à la fois sur beaucoup d'autres projets et tout ça, et où j'ai beaucoup bossé tout seul. Et là, j'avais envie de voir se dessiner quelque chose un petit peu où c'était avant tout une aventure. J'ai eu aussi besoin de retrouver du sens, parce que faire de la musique, c'était un peu quelque chose qui était devenu un peu routinier pour moi. Je faisais vraiment beaucoup de titres à la seconde, quoi. Et j'avais besoin de retrouver du sens dans une seule chanson, en fait, dans juste le travail sur une seule chanson, et que ça prenne du temps, et que ce soit mûr, et que ça ait beaucoup de sens, et que chaque chose soit réfléchie, et que ce soit pas juste une suite de réflexes parce que c'est bon, je gère un peu ce que je fais, et du coup je sais faire vite, quoi. Et du coup je me suis barré d'abord pour composer seul, donc l'album il a été quand même composé seul, et après j'ai appliqué quelque chose que j'avais quand même commencé à la mixtape, sur 3 ou 4 chansons dans la mixtape, parce que la mixtape c'est la réunion du coup de plusieurs morceaux, et en fait c'est un peu la réunion de 3 EP que j'ai fusionnés. Et dans les 3 EP, c'est-à-dire 3 moments où j'avais fait une suite de morceaux, un peu comme si j'avais bossé sur un EP d'un coup, sauf qu'en fait j'ai réuni tous les EP dans un même truc. Et pendant ce travail sur la mixtape, il y a eu juste 3 ou 4 titres que j'ai fait avec un pote qui s'appelle Iriane Bouvier, et qui était plus pianiste, et moi à l'époque je jouais moins de piano que maintenant. Et du coup on s'est un peu posé, et ça faisait longtemps que j'avais envie de vivre ce truc de m'enfermer avec une personne, et de faire un EP, un petit projet avec une personne, et j'avais trouvé ça super cool. Et je me suis dit, pour l'album je vais faire quelque chose de peut-être un peu ça, mais en beaucoup plus ambitieux, quoi. Et du coup je me suis vraiment réuni avec mes potes musiciens, ceux qui jouent avec moi sur scène et tout ça, pendant un mois entier dans un vrai studio d'enregistrement, où là on a tout enregistré, et j'ai conçu l'album avec une sorte de démarche un peu contraignante de ok, on doit tout faire en un mois, dans ce lieu, avec cette équipe, avec ce matos aussi. C'est-à-dire que j'avais limité les guitares autorisées, les basses autorisées, il y avait en gros 2 guitares, 2 basses je crois, 2 synthétiseurs, une batterie, et un piano, un orgue. Et on pouvait pas sortir de ça. C'est-à-dire que si quelqu'un disait ce serait bien d'avoir des cordes, non, tu te démerdes, tu fais ça avec l'orgue, ou tu mets de la reverb sur le piano, mais on fera pas de cordes, quoi, en gros. Et si quelqu'un disait ce serait bien d'avoir de prendre ce son là qui est un son numérique de plugin d'ordinateur, etc., non, tu dois prendre ce synthétiseur là, etc. On utilisait aussi une TR-808 pour les boîtes à rythme. Et pareil, du coup personne n'avait le droit d'utiliser de samples, etc. C'était vraiment pour qu'on ait une cohérence sonore dans l'album, et qu'on puisse du coup être entièrement libre sur le reste. Qu'en fait on joue avec ces contraintes là,
Mais du coup, on les oublie parce qu'elles sont là et qu'on n'y pense pas. Et par contre, pour tout le reste, on peut laisser justement s'exprimer notre liberté du coup. Et je trouve qu'en fait, ça résonne vachement avec ton parcours parce que donc, tu as commencé par les cours Florent. Je fais un lien qui est tiré par les cheveux. Mais je trouve que c'est vachement théâtral ce que tu as fait. C'est de dire, en fait, on doit créer quelque chose avec ce qu'on a dans la pièce, qu'on a sur scène, qui sont en fait les contraintes généralement du théâtre d'improvisation. Tu vois, je pense que tu as mis un peu de ta formation finalement dans la Ah, construction de cet album. c'est possible. En fait, tu sais, en ce moment, je vis une période de fascination pour les auteurs de bande dessinée. Et particulièrement pour Riyad Satouf et Johan Sfar. Et, euh, et Johan Sfar, il a dit dans une interview un truc qui m'a un peu marqué, où il a dit moi je fais des romans, je fais des films, je fais tout un tas de projets, mais en fait, quoi que je fasse, je le fais comme un dessinateur. Et moi, ça m'a parlé parce que j'ai commencé par le dessin dans ma vie. Je voulais être dessinateur jusqu'à mes 16 ans, quoi. Et en fait, euh, bah, je me suis bien aperçu en tout cas que je ne fais pas de la musique comme un musicien. J'aborde pas vraiment la chose comme les musiciens. Beaucoup de musiciens, par exemple, raisonnent beaucoup par rapport au live. Ils veulent un petit peu, en tout cas quand ils sont dans de cultures un peu indie, rock, etc., ils raisonnent un peu sur, ok, je vais faire de la musique pour que ça fasse des concerts super. Il y en a d'autres qui ont un raisonnement peut-être plus pop, etc., qui disent, j'ai envie de faire danser quelqu'un à l'autre bout du monde, etc. Enfin voilà, il y a des raisonnements comme ça différents. Et en fait, c'est vrai que pour beaucoup de musiciens, c'est aussi beaucoup un travail d'équipe, etc. Et moi, je crois que j'ai un peu un raisonnement de dessinateur dans la musique. Mais ce qui rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que pour moi, faire de la musique, c'est s'enfermer dans son atelier et créer son truc. Ouais, Et c'est c'est ça, pas. c'est ton labo en fait. Voilà, sauf que ça n'existait pas il y a genre 15 ans. On pouvait pas le faire vraiment, en fait. Enfin, on pouvait si on avait un peu de blé et qu'on avait acheté quand même pas mal de trucs, mais ça coûtait super cher d'avoir le matos pour faire un album entier. Alors que finalement, depuis le home studio, c'est quelque chose d'accessible à un peu tout le monde. Et c'est vrai que moi, étant de cette génération-là, j'ai conçu la musique comme ça, et c'est un peu une conception qui est un peu encore un peu minoritaire pour l'instant et mal comprise par les fans de musique. Ce truc de ah bah vas-y, tu sais quoi, moi cette semaine là du 1 au 7, je m'enferme dans mon studio et je fais un album. Et genre, et tu sais, les gens ils sont là genre, mais ça coûte cher de faire un album, et puis il faut une équipe, il faut que tu trouves un label, il faut machin. Et tu sais, genre, mais non, j'ai mon ordi, j'ai mon synthé, j'ai mes guitares, je vais le faire tout seul, tu vois. Et en fait, ça, c'est une vision qui est un peu, voilà, bout de ficelle. Et c'est vrai que la vision un peu album fait maison, c'est récent de pouvoir faire ça. Et c'est vrai qu'au théâtre, il y avait ce truc-là. Mais le théâtre reste un peu un travail d'équipe, donc je vois pourquoi tu dis que pour cet album-là, du coup, c'était un peu un travail vraiment collectif. Et donc oui, ça s'apparente plus à ça. Mais c'est vrai que ma vision, elle est presque plus celle de l'artisan dans son atelier, quoi. Ouais, c'est ça. Et je trouve que en fait, c'est quelque chose qui te correspond complètement parce que du coup, pour te connaître un peu, t'es quand même quelqu'un qui aime bien faire les choses tout seul et qui a pas trop de problème à être sûr de lui, je trouve, dans la plupart du temps. Donc en fait, je pense que ça te va bien, toi, d'être un peu le chef d'orchestre de tout ce qui va se passer et de... Je pense que tu vivrais pas forcément très bien d'être complètement dirigé dans la création d'un album. Non, mais parce que c'est pas du tout mon propos, en fait. C'est-à-dire que je... Alors moi, je suis dirigé tout le temps parce que je travaille en tant que producteur. Mais sauf que en tant que producteur, je ne me base que sur le goût de l'autre. C'est-à-dire que moi, je peux donner un peu mon avis vite fait, mais mon travail quand je produis pour quelqu'un d'autre ou quand je produis pour de la musique de film ou quelque chose comme ça, c'est de satisfaire la vision d'un autre. Mais j'en veux pour pareil en retour. C'est-à-dire que quand c'est ma vision qu'on défend, bah du coup c'est ma vision. Et alors après, j'écoute tout le monde, tu vois, et je sais bosser en collectif, tu vois, et je sais laisser aussi le talent des autres s'exprimer. Mais par contre, oui, j'aime bien rester un peu celui qui tranche. Pour une raison simple, c'est que on n'est qu'un intervenant sinon, tu vois. Les personnes qui vont mettre un petit peu leur nom sur ce qui est fait, euh, sont celles qui vont devoir le défendre tout le temps. Et donc, il faut qu'on soit sûr qu'on aime ça. Et de toute façon, je ne crois pas au calcul en création. Je ne crois pas à ce truc de les autres vont aimer. Tu peux m'expliquer que tu fais un album branché pour les indés ou pour les spé, ou tu peux m'expliquer que tu fais un album pop pour le grand public.
Mais moi, je ne sais pas qui sont les spé et qui sont le grand public. Je vois des choses marcher qui contredisent tout ça en permanence, et des choses subir un échec qui contredisent ces notions en permanence. Par contre, je peux savoir ce que j'aime. Donc, je sais pas si je suis un bon chef d'orchestre, parce que je tendance à bien bosser seul surtout. Je suis surtout un bon artisan peut-être, c'est-à-dire quelqu'un qui sait être un peu tout seul et faire son truc. Je sais pas si je suis un bon chef d'orchestre, je sais pas si j'ai raison quand je fais quelque chose, je sais pas si ce que je fais est aimé de tous, mais par contre, je sais ce que j'aime. Et je sais que faire ce qu'on aime, c'est super dur. Donc il faut le défendre. Parce que c'est super dur, on a tendance à justement être constamment assailli de petites peurs, de petites piques comme ça, qui nous font peur. La peur que les autres n'aiment pas, la peur la peur de se retrouver par exemple tout seul à aimer un truc face à toute son équipe qui dit ah, nous on n'est pas fan. Et tu sais, ça c'est pas évident, ça m'est arrivé une fois ou deux sur cet album, de devoir dire à 5 personnes qui me disent c'est pas ouf, hein. Et de devoir tenir mon histoire, parce que pendant quelques temps, sur les autres projets que j'avais fait, je cédais à ces trucs-là. Genre c'était vachement vote à main levée, tu vois. Et en fait, il se passait rien de... Enfin, j'ai jamais vraiment rien gagné à ça, en fait. À ce truc de céder au vote à main levée. Parce qu'à la fin, c'était des trucs, du coup, qui étaient restés et que j'aimais pas. Et qui n'avaient pas plus raison que le reste ou tort que le reste, tu vois. Mais par contre, ça affaiblissait ma foi en mon propre projet. Parce que quand tu sors une chanson et que tu l'aimes pas, c'est plus compliqué de la défendre. Donc là, sur cet album, ce que j'ai quand même réussi à faire, et juste ça, c'est un peu une fierté, c'est parfois d'accepter d'être seul contre tous. Et je ne peux pas dire que ça soit quelque chose qui me donne raison. Ça me donne pas raison, parce que peut-être qu'effectivement, la majorité des gens auraient préféré d'autres choix. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que moi, je suis content de ce que j'ai fait, et j'écoute... Enfin, je pourrais écouter cet album. Et c'est l'important pour moi, parce que le reste, en fait, je ne le contrôle pas. Et je pense que c'est quand même plus simple. Je pense qu'il ne faut pas se sentir supérieur. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ce qu'on aime, bah, potentiellement, d'autres vont l'aimer. Et on n'est pas plus intelligent que les autres, on n'est pas plus éduqué que les autres, tu vois. Donc ce postulat qu'ont certaines personnes, des fois, dans les industries de l'art, de se dire... Ouais, mais ce que nous on aime, c'est normal. Nous on aime, mais les gens ils vont pas comprendre. Ce truc-là qui est très présent, moi je n'y crois pas, parce que je ne pense pas qu'on est plus intelligent que les autres. Et je pense que même souvent, le public étant une instance collective nombreuse, et c'est un grand cerveau très connecté, le public est capable de comprendre mieux que nous ce qu'on a fait. Souvent, ouais. Donc en réalité, je pense qu'il faut faire confiance au public et à l'intelligence collective. Et il faut juste faire ce qu'on aime, parce que si on aime, nous, bah, y a des chances que d'autres aiment. Ouais, puis je pense qu'en plus, quand tu sors un projet artistique, en vrai, un des plus grands risques, c'est que ça marche trop fort et que tu dois défendre toute ta vie un titre que t'as pas aimé. Bah, ça fait partie des risques, mais je pense aussi que ça arrive un petit peu rarement. Parce qu'en fait... Vraiment, mais c'est peut-être complètement utopique de ma part, mais je pense que tout ce qui marche est authentique. Simplement, des fois, on a du mal à croire que quelqu'un aime vraiment ça. Tu vois, que l'artiste aime vraiment ça, parce que nous, on n'aime pas, tu vois. Mais en fait, on projette nos propres goûts sur le succès de quelque chose. Tu vois, il y a évidemment plein de morceaux qui sortent que moi j'aime pas, mais est-ce que je peux prétendre, parce que je n'aime pas, que l'artiste n'a pas été authentique? Non, l'artiste est juste quelqu'un d'autre, et donc lui peut-être qu'il a aimé, tu vois. Et aussi, c'est quelque chose d'instantané, c'est-à-dire qu'on aime des fois ce qu'on fait, le moment où on le fait, ça sort, mais l'art c'est quelque chose dont on se libère, c'est pas quelque chose qu'on acquiert, si tu veux. C'est pas quand on crée quelque chose, pour moi c'est quelque chose qu'on abandonne, qu'on laisse entre les mains des autres. Donc, on peut ne pas aimer ce qu'on a fait avant. Mais au moment où on l'a fait, on a été sincère. Et c'est ce truc-là qui est ressenti après. Ça, c'est ce que je crois. C'est vrai. Il y a un titre qui porte d'ailleurs cet album, qui est Le Téléphone, où tu parles un peu de cette addiction au téléphone et du fait que toutes nos vies passent entre les mains de cet objet, ou l'inverse.
Est-ce que en tant qu'artiste, cette pression du téléphone, des réseaux sociaux et de la connexion en fait perpétuelle, c'est quelque chose qui est anxiogène, peut-être plus que pour les, les non-artistes? Je pense que le téléphone aujourd'hui, c'est un truc qui est anxiogène pour tout le monde. Euh, j'ai- je me permettrais même pas de dire que c'est plus anxiogène pour les artistes que pour les autres, parce que les artistes qui ont un petit peu, en tout cas, de réaction sur leurs réseaux sociaux, un peu de followers et tout ça, ils ont le mérite d'avoir une réaction à ce qu'ils postent, au moins, tu vois. Donc après, on rentre effectivement dans un phénomène un peu d'addiction à ah putain, moi j'ai 50 000 followers, et puis lui il en a 100 000, alors je comprends pas. Alors putain, ah ce post, j'ai fait un autre post, il a eu 10 000 likes, et puis là celui-là il en a que 1000, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, et c'est ridicule, et c'est honteux un peu de finir comme ça, enfin c'est honteux, faut pas en avoir honte, parce que c'est tout le système est fait pour qu'on devienne comme ça, mais par contre, en tout cas ça nous rend malheureux, ça c'est sûr. Mais je suis pas sûr que quand t'es dans la situation d'être quelqu'un qui a 100 followers, qui poste et qui a jamais aucune réponse à ce qu'il fait et qui pourtant fait des efforts peut-être des fois justement pour poster des bonnes photos ou pour lancer des projets ou des choses comme ça, et qu'en fait t'as 2 likes dont ta mère et ta sœur, et que même tes potes ils like plus au bout d'un moment, enfin tu vois, et ça moi je suis resté très longtemps dans cette situation du mec qui a 200 followers et qui poste alors si t'es quelqu'un de pas actif sur les réseaux sociaux, à la limite c'est peut-être que justement t'es pas tombé dans le piège, mais par contre quand t'es un musicien qui se lance, qui a 200 followers et qui balance des photos qui ont 3 likes, alors que des fois tu te fais chier à faire un clip, tu fais 500 vues, et déjà 500 vues c'est presque beaucoup, tu vois. Alors que tu t'es fait chier à faire un clip pendant 2 mois, etc. Là, la souffrance, elle est hardcore, parce qu'il y a un truc de ouah, je n'ai aucun résultat à ce que je fais. Alors c'est un travail sur soi pour apprendre à faire les choses pour soi. Mais on n'est pas dans une société qui nous encourage à ça. Et on ne peut pas blâmer les gens d'être quand même un peu happés par un système qui est aussi omniprésent dans tout, jusqu'aux nos campagnes, ça nous suit maintenant. Donc voilà, c'est un truc qui est là, qui est fort et qui nous rend pas heureux. Parce qu'on cherche la reconnaissance plutôt que d'apprendre à se connaître, parce qu'on cherche l'acquisition au lieu d'apprendre à être indépendant, et parce qu'on cherche la domination au lieu d'apprendre à vivre en harmonie. Donc en fait, tout l'idéal de la société dans laquelle on vit maintenant, il nous amène à quelque chose qui à la fin ne nous rend pas heureux. Donc on est tous en train de se battre pour acquérir notre propre malheur un peu. C'est ça qui est un peu ridicule, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de raison de se battre pour faire partie des dominants, parce qu'il n'y a absolument rien qui rend heureux quand on est dominant. Euh, Évidemment que le manque rend malheureux, mais l'excès d'acquisition un peu aussi. Donc faut faire et puis ça, surtout ça rend con en fait. Donc je pense que faut faire un petit peu attention et apprendre surtout à peut-être réorienter nos valeurs vers des choses un peu plus humaines et plus saines que l'acquisition de likes, de followers, même d'argent passé un certain cap, parce que par contre de l'argent il en faut quand même pour vivre au début, enfin quand on en manque et quand on a besoin de parce que l'argent est connecté à des choses réelles. L'argent est connecté à manger, se déplacer, dormir au chaud. Tu vois, donc il y a des choses à un moment donné, si ça on en manque, ça craint. Et là on parle de notre animalité. Ça c'est normal, tu vois. Par contre après, si ce qui te rend malheureux c'est de pas avoir de Porsche Cayenne, c'est que t'es un peu une merde. Tu vois. Franchement, t'as d'autres moyens d'être heureux, quoi. Est-ce que voyager pendant la composition de cet album, ça t'a aidé à prendre ce recul-là et à écrire ces titres qui finalement sont vachement profonds en fait dans ce que tu dis? Bah, en fait, voyager, ça m'a permis de prendre du recul, mais le capitalisme, c'est partout, tu vois, donc c'est pas forcément un truc qui me. C'est pas forcément un truc que j'ai fui, tu vois, parce que c'est présent quasiment sur toute la planète. Mais, en fait, finalement, c'est surtout le fait d'être en vacances et dans l'inconnu, c'est-à-dire dans un pays étranger, où même je ne parle pas la langue et tout ça. Et où du coup, il n'y a plus d'enjeu. Parce que tu es là, tu n'es pas en train de travailler, tu pars sans aucun but, tous les jours, tu n'as rien à faire. Par contre, tous les jours, tu as tout à voir. Et en fait, tu te reconnais surtout à toi-même quand tu vis ça. Bien sûr que tu te connectes à une autre culture, une autre civilisation, tu en apprends plein.
Je suis devenu fan de l'histoire de l'Andalousie. Je suis allé faire un périple dans le Sahara. J'ai découvert le bouddhisme en Thaïlande et tout ça. Enfin, c'est vraiment des choses qui m'ont parlé, apaisé, appris, construit, bien sûr. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Mais le vrai cheminement et le vrai truc qui s'est passé, c'est que je me suis rencontré sans bouclier. Tu vois, c'est-à-dire que à Paris, je suis pas moi-même souvent, finalement. Tu vois, à Paris, je veux quand même être un peu cool, je veux quand même être séduisant, je veux réussir, je veux être à la page. Et il y a une pression folle là-dessus. Il y a beaucoup moins de punk qu'avant. Il y a beaucoup moins de gens qui disent « je m'en fous du succès et je m'en fous de te plaire ». Aujourd'hui, il y a une sorte de truc où même ça peut t'apporter de la solitude d'assumer, même si tu penses ça, si tu l'assumes, ça peut t'apporter de la solitude parce que les gens, quand ils te voient et qu'ils se disent « ah ouais, lui, il est vraiment, il s'en fout du système, il joue pas du tout le jeu, on va le fuir parce que si on le fréquente trop, eh ben, on va perdre ». Ouais. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça de quand tu décides d'être un peu loin de tout ça, et je le suis pas toujours, hein, je suis pas un exemple, mais quand tu décides d'être un peu loin de ce système, tu deviens un peu la bête noire aussi, tu deviens quelqu'un qui est un peu dangereux, genre ah ouais, lui il veut pas faire de l'oseille comme nous, lui il veut pas prendre des followers comme nous, lui il veut pas avoir la reconnaissance des autres comme nous. Ouais, c'est dangereux parce que lui ça veut dire le fréquenter, ça peut. Enfin, c'est comme si tu portais une sorte de virus qu'ils veulent pas attraper, tu vois. Parce qu'ils ont peur que ça les désavantage dans le grand jeu capitaliste, tu vois, de la réussite et du pouvoir, tu vois. Et ça, c'est un peu quelque chose qui rend seul. Donc, à Paris, tu cèdes régulièrement à ce truc de fermer ta gueule là-dessus, quand même, tu vois. Et de dire, bon, vas-y, je sais que ça, c'est ce que je. Ça, en fait, je le vois un peu comme, tu sais, arrêter de fumer ou arrêter de manger de la viande. Genre, on sait que c'est mieux, on sait que c'est bien dans le sens ça pollue moins, ou c'est mieux pour la santé, ou des bails comme ça. Mais on le fait pas. On le fait pas. On sait que c'est mieux, mais on le fait pas. Pour plein de raisons, de la pression sociale, du stress. On cède un peu à nos besoins primaires, à une sorte de truc de. Voilà, on a besoin d'évacuer par un biais ou un autre, ou de se faire plaisir, ou des choses comme ça, tu vois. Mais factuellement, pourtant, si on étudie le truc d'un point de vue scientifique, c'est mieux de pas le faire, tu vois. C'est un peu pareil avec le capitalisme, en fait. Et est-ce que du coup, parce que toi, au moment où tu pars voyager, tu sors d'années de travail hyper intense, tu sors aussi d'une exposition que tu avais eue du coup à The Voice, où d'un coup, tu avais eu un grand pic de notoriété aussi. Est-ce que quand tu pars en vacances, enfin, et que tu te reposes, ça fait du bien de juste retrouver ce bonheur-là de juste jouer parce que t'en as envie et pas parce que c'est ton travail et que tu fais ça tous les jours? Oui, c'est exactement ce qui s'est passé en fait, surtout. C'est-à-dire que je suis parti sans ordinateur, je partais juste avec ma guitare. J'avais juste mon iPhone pour enregistrer avec le petit dictaphone là. Et je jouais pour mon plaisir pour la première fois depuis peut-être un an et demi. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que tu te bats toute ta vie pour te faire une place dans un métier qui est supposé être un métier passion, et puis finalement tu arrives à un stade où tu ne pratiques plus du tout cette passion si tu prends pas un billet, tu vois. C'est fou, tu vois. Et ça faisait des années que je jouais plus sans enjeu, tu vois. Si c'était pas pour faire l'album de quelqu'un, le morceau de quelqu'un, la musique de film, mon propre truc, ou accompagner sur scène, ou être en concert, ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, mais il fallait qu'il y ait une raison, si tu veux. Je prenais rarement la guitare ou le piano pour mon propre plaisir. Ouais. Alors, le seul truc qui m'a maintenu un petit peu ça quand même, pour être honnête, c'est le matos. Le matos ou les logiciels. C'est-à-dire c'était le seul moment, depuis plusieurs années, où régulièrement, c'était gratuit. Tu sais, tu découvres un nouveau synthé que tu viens de t'acheter, ou une nouvelle guitare, ou alors un nouveau logiciel, un nouveau plugin, etc. Et là, pendant 2 heures, tu joues gratos. Alors, c'est faussement gratos, parce que t'as l'excuse de c'est pour apprendre à l'utiliser. Mmh. Mais en fait, en vrai, tu kiffes. Ouais. Parce que c'est le moment où c'est gratuit, c'est le moment où il n'y a pas d'enjeu, t'as pas besoin de faire des choses qui plaisent à qui que ce soit. T'es en train de juste
T'es même pas en train de créer un truc, t'es juste en train de jouer pour ton kiff, et de découvrir et de kiffer. Et c'est à ce moment-là que tu redeviens un peu un gamin. Mais putain, quand t'as décidé de faire de ta vie un métier d'imaginaire, t'as quand même intérêt à rester un enfant. C'est vrai qu'on a toujours la notion de la richesse de la vie d'artiste, c'est d'être libre. Moi, je trouve qu'au final, vous êtes peut-être les personnes les moins libres parce que, en fait, votre travail vous quitte jamais. C'est-à-dire que, je veux dire, les personnes peuvent travailler de 9h à 18h et puis le soir, elles rentrent chez elles. Vous rentrez jamais vraiment chez vous, en fait. Vous avez jamais accès à quelque chose qui est différent de votre travail. Ouais, mais c'est une réflexion hyper méta, parce qu'on est aussi hyper privilégié, tu vois. C'est-à-dire que de l'autre côté aussi, on n'a jamais à se lever à 9h tous les jours pour aller faire la même chose jusqu'à 17h, tu vois. Et étant donné que j'ai quand même la chance de l'avoir vécu, ce truc-là aussi, d'avoir été quand même serveur dans des bars, dans une quinzaine de restaurants dans ma vie pendant plusieurs années, je le troque pas contre ma vie d'artiste, tu vois. Il y a quand même un truc aussi où, certes, c'est de la pression parce que t'es dans l'incertitude permanente et puis tu sais jamais ce que tu vis et puis tu dois tout constamment t'adapter et le travail te quitte jamais. C'est vrai, c'est bien d'apporter cette nuance. Par contre, il faut rester lucide. C'est quand même vachement plus sympa que de devoir être désincarné 8 heures par jour pour le profit de quelqu'un d'autre que toi-même et de n'avoir le droit d'être toi-même que de 19h à 23h, quoi. Ouais, c'est sûr. Tu vois. Donc voilà, faut quand même amener cette nuance-là. Le monde est imparfait, y compris pour les gens qui ont un peu plus de chance que les autres. Les artistes restent quand même un peu dans cette catégorie pour moi. Il y a une chanson dans cet album qui me touche énormément. C'est Reflet, où tu commences par j'ai peur. J'ai pas peur de perdre, mais j'ai peur de ne jamais gagner. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, en fait, c'est un peu à la fois une autocritique et à la fois un regard un peu sincère, un peu des fois aussi. C'est-à-dire que, tu sais, aujourd'hui, on voit beaucoup de trucs de développement personnel, de mecs qui font des pompes là, tu sais, qui portent des t-shirts tout moulants avec leurs abdos et qui te disent si tu veux y arriver, il faut que tu te bouges le cul. Et puis voilà. Et puis alors derrière, ils agrémentent pour passer un peu pour des intelligents. L'échec n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est d'abandonner. Tu sais, l'échec, ça te permet d'apprendre. Et tu sais, t'as une sorte de truc comme ça, de faux développement personnel, tu vois. Et ça, j'aime pas, tu vois. Parce que c'est un truc de. C'est un truc de gens qui culpabilisent tout le monde, alors qu'en fait, ils les mènent euh, vers le mauvais but aussi. Tu vois, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas motivé par un esprit de compétition. Ce qui rend quand même bien dans la vie, c'est surtout d'être incarné, de s'autoriser à être soi-même. Et soi-même, ça comprend aussi de la procrastination, de l'admiration pour les autres, une non-envie d'être meilleur que l'autre. De juste kiffer ce qu'on fait sans forcément vouloir être le meilleur, sans forcément vouloir dépasser sa réussite et son résultat. On n'est pas là pour être plus productif, on est là pour être vivant. Tu vois. Ouais. Et donc il y a une sorte de truc un peu assénant. Et ce truc de j'ai peur, pour revenir à la chanson, j'ai pas peur de perdre, mais de ne jamais gagner, c'est parce que effectivement, c'est vrai que l'échec nous apprend. C'est pas, je dis pas que tout ce qu'ils disent est con, hein, tu vois. Mais par contre, ils m'énervent parce qu'ils pourrissent le débat et puis surtout, en plus, ils sont généralement, ils sont un peu misogynes, ils sont un peu, voire un peu racistes, tu vois. Enfin, il y a une sorte de truc qui m'agace dans les valeurs de ce truc-là. Mais il y a un truc, si tu veux, de laisser, si tu veux, aussi l'être humain n'être qu'un animal, ça fait aussi partie de l'incarnation de soi. Et, et, et le problème qu'il y a dans cette phrase de j'ai peur non pas de perdre mais de ne jamais gagner, c'est le fait d'avoir peur de ne jamais gagner. J'ai pas peur de perdre, c'est vrai. Moi, j'ai jamais été. Je suis quelqu'un qui se relève de tous ses échecs parce que j'apprends de mes échecs. Et c'est vrai que c'est bien quand ce qu'on fait, on le fait pour soi. Et ben c'est bien de ne pas avoir peur d'y aller. C'est bien et de pas avoir peur. Mais parce qu'on le fait pour soi, ce sera jamais un échec. Parce que tant que tu l'as vécu, c'est une réussite. Ce qui est un échec, c'est le résultat sur les autres. C'est là qu'on. Et pour moi, la problématique, c'est précisément de situer la réussite dans le regard des autres. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Alors, bien sûr que
c'est un défi compliqué. Et en plus, là où c'est un peu pervers comme truc, c'est qu'il n'est pas rare que quand on ne veuille pas du tout réussir aux yeux des autres, c'est là qu'on réussisse aux yeux des autres. Ouais. Et donc, du coup, il y a une sorte d'addiction soudainement de « Ah, je faisais ça pour moi, je pensais pas du tout que ça allait marcher. Et puis, oh putain, et puis soudainement, tout le monde a kiffé, et puis tout le monde adore, et puis, waouh, et puis t'as envie que ça se reproduise, tu vois. Alors qu'au début, t'étais incarné. Au début, tu faisais les choses gratuitement, tu vois. Et puis après, en fait, en faisant les choses gratuitement, t'as eu du succès, et puis maintenant, tu veux du succès à chaque fois. En fait, tu peux te perdre très vite. Ouais, là, tu commences à te perdre. Et c'est terrible, parce qu'il faut garder ce truc de faire les choses pour ses propres convictions, sa propre volonté d'expérience, de vie. On est là pour vivre un passage sur Terre. Je ne garantis vraiment pas que les gens les plus connus et les plus riches aujourd'hui soient ceux qui ont le passage sur Terre le plus intéressant. Non, mais en plus, je pense qu'il y a des gens qui se mettent à t'entourer quand tu commences à être connu et riche, qui sont pas des personnes qui vont rendre ta vie très jolie. Tu vois, je pense qu'il y a quand même beaucoup de recul. Ça, c'est aussi toi qui gères, tu vois. Moi, je connais plein de gens qui ont réussi à faire de leur notoriété et de leur succès une forme de responsabilité et une forme d'intelligence. Tu vois, ça dépend, en fait, tu vois. J'ai vu aussi énormément de gens tomber dans la connerie, bien sûr, tu vois, mais de toute façon, faut aussi prendre du recul. Même là, moi, je suis en train de déblatérer tout un tas de trucs, tu vois, depuis tout à l'heure. J'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? J'ai aucune leçon à donner à personne. Ça se trouve, je serai pas d'accord avec moi-même demain, tu vois. Mais juste, c'est le moi d'aujourd'hui, il dit ça, tu vois. Parce que voilà, j'ai vu des gens partir en vrille avec le succès, comme j'ai vu des gens enfin trouver leur place avec le succès, tu vois, enfin sentir qu'ils sont à leur place, mais pas parce qu'ils ont du succès. C'est ceux-là ceux qui ont ce sentiment-là, c'est pas ceux qui ont ils ont pas trouvé leur place parce qu'ils avaient enfin le regard des autres. Ils ont trouvé leur place parce qu'enfin ils étaient rassurés, parce qu'ils allaient pouvoir faire ce qu'ils aimaient, et puis ils ont marché avec ce qu'ils aimaient, et du coup ils allaient pouvoir le faire toute leur vie, et plus personne ne leur demandait d'être autre chose. Tu vois. Oui, et donc ça, c'est de quoi ? Je pense qu'il y a une question aussi d'être compris, tu vois. Quand tu fais des chansons qui sont engagées, qui te tiennent à cœur, qui sont vraiment sur des sujets que tu as envie de porter et qui ça rencontre du succès, je pense que c'est rassurant de savoir que des gens comprennent ce que toi tu vis et ce qui toi ouais, mais si c'est ça ton moteur, ça reste toujours un problème, parce que du coup, ok, tu l'as eu là, t'as été compris. Ouais. Il faut que tu sois compris la prochaine fois. Mais le truc, c'est que tu vas changer entre-temps. Donc tu repars à zéro à chaque fois. Qu'on le veuille ou non, quand on fait un album, on repart à zéro à chaque fois. Là, je parle d'album, mais ça peut être un film, une œuvre d'art, un livre, tu vois. Mais qu'on veuille ou non, on repart tout le temps à zéro. Tu vois. Et en fait, tu vois, moi, par exemple, là, je viens de sortir un album. Il a son existence, il a son propos. Peut-être que dans un an, je fais 200 pompes par jour sur Instagram en expliquant si tu te lèves pas le matin à 6h du matin, t'es pas... Tu vois. Et peut-être que je vais être un mec comme ça, moi. Tu vois. Et peut-être qu'à ce moment-là, je dirais, ouais, il y a un an, j'étais un gros hippie baba cool. Mais, tu vois, enfin, tu sais, on sait pas, tu vois. Et à ce moment-là, il faudra que je sois compris aussi dans ce cas-là. Peut-être que là, je vais être compris avec cet album, et peut-être que dans un an, il faudra que je sois compris alors que je suis quelqu'un de totalement différent. Ça restera toujours un problème d'avoir besoin d'être compris. Le vrai truc, c'est quand tu te comprends. Tu vois. Et quand tu acceptes que ça t'a déjà pris à toi beaucoup de temps de te comprendre, et que donc probablement très peu de gens te comprendront. Tu vois. Ouais, et il faut accepter ça. C'est très égocentrique d'avoir besoin d'être compris. Oui, puis je pense qu'en fait, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais du moment où tu t'es compris toi-même, même si les gens te comprennent pas, ils vont aimer le fait que toi tu sois ok avec ce que tu dis, tu vois. Ils vont voir que toi tu sais où tu vas, tu portes quand même des projets avec conviction, et je pense que c'est ça qui plaît aux gens. Bah, déjà, est-ce que je plais aux gens, tu vois, on en est encore là pour l'instant, hein, tu vois, donc et est-ce que je porte des convictions, enfin, tu vois, genre, en vrai, je te dis, tout ça pour moi est super mouvant. Je sais que je suis chiant, hein, tu vois, j'ai une sorte d'esprit de contradiction terrible, mais en fait, pour moi, tant qu'on essaie de fixer quelque chose quelque part, c'est pas bon, tu vois, il y a une sorte de truc d'être
maintenir le mouvement, c'est plus sain, tu vois. C'est de se dire, ok, je change, les autres changent. Parfois, on me comprend, parfois, on me comprend pas. Le seul point d'ancrage que je dois trouver, c'est moi-même. Si le point d'ancrage que tu cherches, c'est la reconnaissance des autres, la compréhension des autres, le succès par les autres, les revenus extérieurs, en fait, tu situes ton ancrage ailleurs qu'à l'intérieur de toi-même. C'est à partir de là que commencent les problèmes, tu vois. Parce que du coup, tu te mets à exiger du monde qui s'adapte à toi. Le monde, il est adapté à personne. Ni à toi, ni aux autres. Tu vois. Le monde, il est en mouvement, et c'est à toi de trouver ta place dans ce mouvement. Et cette place, elle change presque tous les jours. Tu vois. Donc voilà, donc c'est plus une sorte tous les matins au réveil, je me dis ok, il faut que je me mette dans l'énergie. Si je me mets pas dans l'énergie, c'est pas grave. J'ai foiré aujourd'hui. Tu vois. Et quelque part, ne pas être dans l'énergie, c'est toujours être dans l'énergie, mais c'est juste être dans le côté où t'avais pas spécialement envie d'être, tu vois, c'est tout. Et est-ce que tu penses que ce côté se mettre dans l'énergie et accepter que les choses bougent et que tu as envie de choses différentes, c'est ce qui explique aussi le fait que t'en sois arrivé à une mixtape, que tu es toujours un style musical qui varie. Tu t'es pas quelqu'un qui reste dans un style de musique et qui fait toujours la même chose. Tu as besoin de faire plein de choses. Est-ce que c'est parce que tu t'écoutes beaucoup là-dessus ? C'est parce que en fait, je suis musicien et je suis curieux, tu vois. Et quand j'ai déjà fait un truc une fois, je trouve ça un peu abrutissant de le refaire, tu vois. Surtout si t'as fait tout un album, tu vois. C'est pour ça aussi d'ailleurs que j'aime bien l'idée de limiter dans le temps. C'est que ça permet de vivre à fond la phase dans laquelle t'es, tu vois. Mais après, évidemment que dans 6 mois, tu seras dans une autre phase. Et si tu me demandes, avec 6 mois d'écart, de faire 2 morceaux, mais de les faire pareil, tu me demandes de pas avoir changé en 6 mois, quoi. Tu vois. Putain, si j'ai pas changé en 6 mois, c'est que je suis quand même pas très curieux, quoi. Tu vois. C'est que j'ai pas appris beaucoup de choses, c'est que j'avance pas beaucoup, tu vois. Donc, moi je pense qu'il faut accepter qu'on est dans la recherche et que c'est ce qu'on crée qui a une identité, c'est ce qu'on crée qui a sa propre existence, sa propre vie, sa propre image. Et nous, on n'est que l'artisan derrière. On n'est pas obligé d'apparaître en vrai. C'est un peu quelque chose qui me saoule, moi, que les artistes soient obligés d'incarner leur travail. Tu vois, tu fais ton truc. Enfin, je sais pas, tu demandes pas à ton boulanger de travailler sur son image, sa com, son physique, son truc, etc. quand tu veux manger son pain au chocolat, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, la limite entre artisan et artiste, moi j'utilise le mot artiste parce que c'est un mot que tout le monde comprend, mais c'est pas un mot que je sacralise du tout. Tu vois, c'est artiste, c'est juste tu crées. Pour moi, c'est un peu les artistes, c'est les scientifiques de l'abstrait, c'est-à-dire que t'es là, tu te lances dans de la recherche, tu te lances dans de la créativité, dans de la construction. Sauf que ce que tu fais n'a pas vraiment de but, ni de source concrète, ni de vérité. Là où le scientifique est dans une forme de quête de connaissance, en tout cas de vérité, je pense qu'il le prendrait mal, mais de connaissance, tu vois, c'est-à-dire d'un truc de ok, il faut comprendre le concret. Donc c'est juste ça la différence pour moi entre le scientifique et l'artiste, c'est que le scientifique étudie le concret et enfin cherche du concret dans l'abstrait plutôt, et l'artiste rend abstrait le concret. Tu vois. Ouais, puis je trouve que sur cette question de l'incarnation, c'est vachement intéressant parce que déjà je pense que aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes qui marchent et qui n'incarnent pas avec leur visage leur chanson. Ouais, mais on n'a jamais, pour le coup, on a vraiment beaucoup d'avantages dans notre époque de liberté, de créativité, d'outils pour aller plus vite, etc. Et de possibilité d'être indépendant et de publier les choses nous-mêmes. Mais alors, on a quand même une injonction à l'image qui est quand même beaucoup plus grande qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, tu faisais un shooting photo, 2 clips et c'était fini. Hein, tu vois. Après, tu allais faire quelques interviews, mais c'était ça ton image. Tu vois ce que je veux dire ? C'était ça ton image. Tu n'étais pas obligé de publier tous les jours un truc, de faire un shooting photo très régulièrement. Ils en faisaient quand ils avaient beaucoup de succès, je dis pas, hein, tu vois, et puis il y avait les paparazzis, etc. Mais
putain, c'est toi-même ton propre paparazzi aujourd'hui. Tu vois, ton paparazzi, c'est ton iPhone et ton selfie. Et le pire, c'est que tu te recherches. On est quand même à un point où, à ce que j'ai compris, les paparazzis ont moins de taf. Ça devient difficile d'être paparazzi parce qu'en fait, tous les artistes sont devenus tellement leurs propres paparazzi qu'il n'y a plus personne à stalker. Tu vas pas stalker de loin, caché derrière un muret pour essayer de vite fait avoir une photo de quelqu'un dans sa cuisine quand cette personne elle-même fait un gros selfie tous les jours de cette même cuisine en étant pas maquillée, pas habillée et puis machin. Et là je parle pas de make-up féminin, je parle du make-up qu'on a quand on fait une télé, quand on fait une radio et tout ça. C'est-à-dire que on se travaillait quand on se montrait à l'époque, tu vois. Là aujourd'hui on travaille pas, il faut être, il y a une injonction à être, tu vois. À l'époque, bon, moi je l'ai pas connu cette époque, mais de ce que j'ai compris, tu vois, à l'époque t'avais quand même ce truc de, je sais pas, si t'avais pris du poids, t'allais chercher un bon styliste, bon maquilleur, bon coiffeur, bim, t'arrivais sur le plateau télé, sur la radio, sur ton clip, t'arrivais à sauver les meubles, tu demandais à ce qu'on te filme sous un angle ou un autre, tu vois, etc. Putain, aujourd'hui, t'as vraiment intérêt à vraiment bien être foutu, vraiment avoir une bonne coupe de cheveux, vraiment avoir une belle peau, parce que tu seras sauvé par personne, hein. Tu vois. Oui, vraiment, malheureusement, si à un moment, t'arrives et t'as pas une belle peau ou t'as grossi ou quoi, il faut presque être la personne qui l'annonce en disant que tu l'assumes complètement pour pas te faire insulter pour ça, peut-être. Enfin, je pense que c'est le travers des réseaux sociaux, c'est qu'on te fait pas de cadeaux, quoi. Bah... Ouais, et en même temps, on est en train de travailler quand même sur le fait de changer un peu ça. C'est peut-être l'aspect un peu intéressant d'un point de vue historique des réseaux sociaux, c'est que ils pointent des injonctions qui étaient très présentes, mais qui étaient quand même moins pesantes avant. Et en fait, en les rendant autant pesantes, ils ont fini par générer des mouvements qui se mettent à combattre cette injonction. Tu vois ? Ça dérangeait pas grand monde avant que les femmes soient obligées d'être à leur max tout le temps dans les magazines ou dans les télés ou bon, les radios on les voit pas, mais voilà, t'as compris l'idée. Que les hommes doivent être un peu musclés ou toujours en costard ou toujours un peu l'équivalent de James Bond. Et en fait, vu que c'est devenu une injonction quasi quotidienne et pour presque tout le monde, puisque maintenant tout le monde est médiatisé et tout le monde a une vie un peu en ligne, ou même quand t'as pas de followers, finalement t'es quand même capable de te foutre cette pression de te faire un shooting photo tous les jours, etc. Tu vois. Et ben du coup ça a créé des phénomènes de société de attendez, c'est ok de pas être ça. Et ça c'est cool, tu vois, c'est cool qu'il y ait des mouvements no make-up ou body positive, etc. Alors faut peut-être faire attention peut-être à pas tomber dans des trucs où tu valorises des trucs qui peuvent potentiellement te faire du mal, mais c'est cool, si tu veux, de réapprendre que la diversité humaine existe, et la diversité de beauté, et que la beauté naturelle est belle et agréable et à sa valeur. Et en plus, je pense que beaucoup de gens le pensaient. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on voit finalement plein de gens aussi. On voit évidemment énormément de cons qui insultent tout le monde, mais on voit aussi plein de gens dire ah, moi j'aime bien ça. Tu vois, moi je vois plein de mecs aujourd'hui assumer qu'ils préfèrent les meufs peut-être un peu plus rondes, pas maquillées, tu vois, etc. Et ils avaient un peu honte de le dire avant, tu vois. Et je vois plein de filles qui commencent à dire moi j'aime bien les mecs petits, un peu mignons, un peu sensibles, et pas forcément les grands James Bond avec des abdos, tu vois. C'est bien que ça apparaisse, tu vois. Ouais, je pense qu'il faut juste apprendre à vivre sainement avec cette sphère-là. En fait, d'un coup, on arrive avec beaucoup de réseaux et tout ça, et on s'est tous sentis un peu étouffés par ça. Et puis en fait, petit à petit, ça devient une vraie société où les gens s'éduquent entre eux aussi, en fait, via les réseaux. Et en fait, d'un côté, c'est un peu triste parce que la société passe beaucoup par les objets connectés. Mais en même temps, c'est aussi notre manière de faire vivre des idées. Et ça remplace un peu la vie réelle, mais les gens commencent à l'apprivoiser, en fait. Ouais, mais par contre, c'est là où il faut qu'on bosse un peu. C'est que on va pas vivre dans un monde virtuel à la place. On stimule pas assez nos sens. Et là, c'est autre chose. Là, qu'importe ce qu'on y fait, c'est pas le problème, même si ce qu'on y fait peut être bien. Tu ne motives que ton cerveau et tes yeux, quoi. Tu vois, il y a un moment, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se respire.
Tu vois, il faut qu'on soit ensemble dans la même pièce, il faut qu'on sente les odeurs des uns des autres, il faut qu'on se touche dans la mesure du correct, mais tu vois, il faut, qu'on s'entende, il faut qu'on entende nos voix, nos intonations de voix, il faut pas qu'on voit que des smileys et des textes, tu vois. Et là, on est un peu en train de désactiver nos sens. Ça, c'est pour moi quelque chose qui contribue énormément à la montée du cortisol. Là, c'est factuel, c'est-à-dire c'est un peu un truc de... à un moment donné, ton corps a il crée un stress parce qu'il te rappelle qu'il a besoin d'être en vie. Et la vie, ça passe pas que par des écrans. Ça ne stimule pas assez nos sens pour remplacer la vie réelle. Et il faut faire attention à ça. Parce que du coup, on devient hypersensible de tous les autres sens. On est capable de... Tu sais, je sais pas si t'as remarqué, mais on est capable de presque tout voir aujourd'hui. Tu peux me montrer une vidéo absolument choquante. J'en ai vu des milliers. C'est vrai. Tu vois. Ouais. Par contre, tu me touches, ça me fait bizarre. Tu pues, ça me fait bizarre. T'as une voix chelou, ça me fait bizarre. Ah, encore l'audio, bon, on a de la tolérance aussi parce qu'on a de l'audio quand même. Mais tu sais, tout ce qui n'est pas dans le numérique, c'est des trucs où on est un peu hypersensible maintenant. T'sais. On trouve ça bizarre que quelqu'un nous touche, on trouve ça bizarre que ça pue, on trouve ça bizarre que ce soit pas bon ou que ce soit, tu vois. Et tu sais, ça aussi, ça fait partie de nous, tu vois. Et on a d'autres choses, tu vois. On a besoin de stimuler toutes nos hormones et on les stimule moins, je pense, quand même. Et ça nous rend un petit peu anxieux, je pense. Mais je trouve qu'en plus, c'est un sujet, pour revenir un peu à ta musique, que tu mets souvent en avant quand même. Enfin, je vois que c'est un sujet sur lequel tu te questionnes beaucoup, en fait, tous ces sujets du rapport humain, en fait, de cette potentielle violence un petit peu qu'il peut y avoir, mais aussi du manque de lien. Je trouve que ça revient souvent dans tes chansons, donc je pense que c'est quand même quelque chose auquel tu penses régulièrement. Ouais, mais c'est quelque chose que j'ai l'impression de vivre beaucoup, à travers beaucoup de solitude aussi. Et de toute façon, on se met pas à parler aussi longtemps quand on a une vie sociale très remplie, tu vois. Moi, je suis très seul. J'ai une vie sociale très correcte parce que ça va, je suis dans un milieu de bobos parisiens, tu vois, qui sortent et qui boivent des coups, mais je bosse seul tout le temps. Et puis je suis quand même très misanthrope, donc je choisis souvent aussi la solitude, tu vois. Et en plus, je suis extrêmement timide, je suis très anxieux, je suis assez sensible, j'ai un peu peur des gens, tu vois. Donc forcément, j'ai peur des gens et en même temps, je suis un peu amoureux des gens. Tu vois, j'ai un peu ce truc de... Bon, ils me déçoivent souvent, mais en même temps, je suis un peu fasciné. Ouais, Quoi. c'est Je trouve les gens souvent assez beaux, assez charismatiques, assez à l'aise, assez simples aussi. Moi, je suis fasciné par la simplicité. Tu vois bien que je suis prise de tête de ouf. Donc, du coup, je suis fasciné par la simplicité de certaines personnes, par leur capacité à juste se parler sans se poser de questions et à juste rigoler de choses simples ou de trucs comme ça, tu vois. Ça veut pas dire que c'est con, hein. C'est simple. Juste, c'est-à-dire, ils y vont, ils se prennent moins la tête que moi, tu vois. Et ça, du coup, bah, c'est vrai que si soudainement, il faut que ça dépende de moi parce que tout le monde se met à avoir les mêmes problèmes que ce que moi j'essayais de combattre en moi-même, c'est-à-dire cette peur de l'autre, si tout le monde se met à avoir le même truc, ça va pas aller. Et donc, je préfère prendre le parti de dire waouh, les gars, venez, on se re-rencontre, quoi. En vrai, tu vois, genre, pas on se parle de loin pour justifier le fait qu'on ne se verra jamais. Parce que c'est beaucoup ça aujourd'hui. On dit on est super connecté. Non. On est connecté de loin et on se rencontre plus de près. Tu vois. Du coup, moi, je vois quand même mes amis rarement. Enfin, tu sais, heureusement que j'en ai beaucoup. Du coup, j'arrive à étaler ça sur la semaine, tu vois. Mais les rapports sont moins forts, les rapports sont moins intenses. Il y a des gens à qui je parle tous les jours au téléphone, mais il n'y a pas de gens que je vois tous les jours. Il n'y a pas de gens, ou même que je vois toutes les semaines d'ailleurs, tu vois. Il n'y a pas, parce que on est d'un côté happé par une sorte de spirale hyper productiviste, tu vois, où il faut bosser, faire du sport le reste du temps. Enfin, tu sais, genre, faut que tu trouves du temps pour faire ton sport, pour être dans le game, tu vois. Et puis après, il faut que tu bosses parce qu'il faut gagner, tu vois,
la thune pour pouvoir payer ton appart qui représente 80% de ta thune. Tu vois. Et puis et le reste c'est l'inflation. Tu vois. Et puis il faut que quand tu sortes, il faut que tu fasses des rencontres parce que quand même c'est une histoire de réseau tout ça. Donc du coup tu sors pas avec tes potes gratos juste pour prendre un verre. Non, tu sors avec des gens un peu cool dont tu sais qu'ils sont dans une soirée que machin, que bidule, où tu vas peut-être pouvoir rencontrer telle personne. Et en fait il y a une sorte de truc comme ça où en fait à la fin t'as jamais de moment pour toi, mais t'as aussi jamais de moment avec tes potes simples. C'est très rare. C'est vrai que moi je me rappelle, tu vois, quand j'étais petite, donc à ce moment-là on n'avait pas, c'est très bizarre à dire, mais on n'avait pas encore de portable et tout ça. Et en fait, les gens venaient toquer à la maison. Et en fait, si on était là, ils venaient boire un café. Et puis Mais sinon, de ils ouf. repartaient. Moi j'ai connu ça aussi. Ouais, c'est ça. Maintenant, en fait, tu prends des rendez-vous pour prendre un café avec tes potes. Bah ouais, bon après ça devait exister aussi je pense. Mais il y a un peu ce truc ouais où la place à l'inconnu est très limitée aujourd'hui Ouais. dans le quotidien, tu vois. Et aussi la place à la spontanéité. Tu vois, ce truc moi je sais ce que je vais faire sur un mois et demi. Ouais, moi aussi, je Presque trouve à ça l'heure près. tellement anxiogène, tu vois. Je le sais à l'heure près. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, quand j'ai des gens qui me disent ouais, on se boit un verre, je leur donne rendez-vous dans un mois et demi pour prendre un verre alors qu'ils habitent dans mon quartier. Tu vois? Parce que c'est pas possible en fait. Je cours. Mm. Je cours, tu vois. Et puis moi, si Putain, demain... et moi je suis le mec qui a fait un album qui critique ça. Alors t'imagines les gens qui Ouais, ne c'est s'en rendent pas compte? C'est dire. Mais tu vois, je veux dire, ouais, voilà, mais si demain quelqu'un venait toquer à ma porte en me disant je peux prendre un café, je me dirais, mais tu fais quoi là? Enfin, tu vois, genre, je pense Bien qu'on s'est sûr. complètement écarté de ça. En Mais fait. moi-même, je pense que la plupart des gens que je connais ne savent même pas où j'habite. Oui, c'est vrai. Tu vois. Alors ça, je pense que c'est très propre à Paris aussi. Mais... Ouais, bon, ça c'est peut-être très propre à Paris. Mais il y a ça, et puis maintenant on peut même aller plus loin. Je pense qu'il y a même beaucoup de gens que je connais qui n'ont pas mon numéro. Ça, c'est vrai. Alors que c'est des potes, tu vois. Mais on se parle que sur Insta, tu vois. Et alors il y a les gens aussi où tu as les rapports petites flammes. Oui. Tu sais, tu ne te dis jamais rien, tu ne sais rien de l'autre, mais tu t'envoies des petites flammes. C'est vrai. Quand l'autre il a posté un truc, tu vois. C'est genre, c'est trop chelou. Mais il y a des trucs marrants là-dedans, tu vois. Quelque part, c'est d'autres rapports, peut-être un petit peu plus lointains, qu'on a créés maintenant parce qu'on a la possibilité de les créer. C'est un peu l'équivalent du hey que tu faisais au commerçant à côté de chez toi, alors que tu sais pas qui c'est, tu sais même pas comment il s'appelle, mais juste tu le croises tous les jours et tu fais hey. Tu vois. Ouais, Bon, c'est un peu l'équivalent de ça, tu vois. Ça permet de rapprocher les gens, mais virtuellement. Voilà. De toute façon, on y gagne et on y perd. Tu vois, Mm-mm. c'était pas mieux avant, c'est pas mieux maintenant. Je pense qu'il faut pas tomber ni dans l'un ni dans l'autre, tu vois. On a gagné des choses, on a perdu d'autres choses. On a gagné dans la possibilité de s'incarner et d'être indépendant aujourd'hui. Mais il faut, pour ça, résister à la pression sociale. Et la pression sociale, elle est plus forte. Tu vois, la pression du regard des autres. Peut-être pas la pression sociale, pas au sens de l'argent ou des trucs comme ça, même si c'est aussi le cas, mais là, je parle vraiment du regard des autres. Tu vois, il y a un truc où avant, tu savais pas ce que tout le monde pensait de toi. Et t'étais pas constamment en train de faire un sondage de ce que tout le monde pense de toi. Aujourd'hui, tu sais, mine de rien, quand tu je sais pas, tu sais, bien sûr qu'avant, on faisait des photos et on les montrait à nos amis. Et aujourd'hui, on fait des photos et on les poste et on les montre à nos amis. Mais avant, nos amis, ils nous mentaient en nous disant c'est bien, oui, super, c'est cool. Ah, bah c'est bien, mais je suis content, t'as passé des bonnes vacances. Tu vois. Alors que maintenant, t'as une sorte de mensonge par omission, c'est-à-dire que enfin non, justement, t'as une sorte de vérité par omission, c'est-à-dire un truc bah t'as fait 2 likes, tout le monde s'en fout en fait, tu vois. C'est ça, puis en fait, des fois, on arrive à s'auto-persuader que notre vie va intéresser des gens, donc on met des stories, puis en fait, t'as aucune réponse, et c'est hyper violent en fait. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a un truc qui est assez violent. Mais en fait, est-ce que c'est violent? Mais attends, et si on creuse, est-ce que c'est violent ou est-ce que c'est normal? Je suis désolé, mais tu vois, on se connaît, il nous est arrivé de faire des soirées, de boire des coups ensemble. Mais si demain tu me postes tes photos de tes vacances, je crois que je m'en fous un peu. Hein. Oui, c'est sûr. En Tu fait, vois je pense qu'on a plus envie de se les raconter. En vrai. Tu vois, par contre, si tu me les racontes, voilà, c'est ça, si tu me les racontes pendant qu'on prend un café, tu me dis putain, j'ai fait ça, machin, c'était incroyable, et puis alors machin, bidule. Mais bien sûr que ça va plus m'intéresser, mais pourquoi? Parce que c'est pas une photo, c'est toi. Je vois comment tes yeux y pétillent quand t'en parles. Je vois ta voix qui change. On vit ce moment ensemble dans tel endroit. On est
pleinement dédié à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a euh, et puis tu vas peut-être me dire des trucs que t'oserais pas dire à tout le monde, donc du coup ça devient personnel. Je me sens aussi un peu privilégié, donc évidemment que ce truc-là est beaucoup plus fort que ta story. Ouais, c'est ça. C'est un peu normal que je m'en foute de ta story. Et finalement, là où c'est cruel les réseaux sociaux, c'est que ça nous confronte un peu aussi à la réalité de ça. De putain, je ne suis pas si intéressant que ça. Ouais. Tu En vois? fait, tout le monde met tellement que ces bons moments qu'au final, En les bons plus, moments sont qu'au mais milieu des bons moments sauf que des tu te autres. sens pas privilégié avec quelqu'un qui te Mm, mm. raconte à quel point sa vie est formidable. Tu te sens privilégié avec quelqu'un qui ose étaler un petit peu aussi, bon, pas forcément ses faiblesses, mais tu vois, des moments un peu rigolos, des moments un peu de honte, des moments un peu caca pipi. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm. C'est là que tu te sens un peu privilégié et un peu proche d'une personne. Si la personne, elle reste dans le niveau de politesse qu'elle aurait avec n'importe quel inconnu qu'elle rencontrerait, bah tu te sens pas proche d'elle. Et quand même, les réseaux sociaux, c'est ce niveau de politesse. C'est-à-dire que c'est quelque chose où on reste constamment en surface. On va jamais dans le fond, on a peur. Et je suis le premier à avoir ce truc-là. Là où les artistes, à mon avis, en ont un peu marre des réseaux sociaux, c'est que nous, on nous y oblige. C'est-à-dire que moi, honnêtement, j'ai moi-même des fois envie de me foutre des baffes quand je poste des trucs. C'est Tu vrai. vois, c'est-à-dire qu'il y a un truc de. Mais moi, je tomberais sur mon propre compte, des fois, je m'en foutrais de ce que je dis de moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Finalement, mais le problème, c'est que les réseaux sociaux ne marchent pas, ne marchent que très peu en mode site, internet, publicité. C'est-à-dire que si je ne postais que pour les gens qui me suivent, j'ai sorti un nouveau single, un nouvel album ou un documentaire sur la production de mon album, etc., qui là sont des produits quand même culturels, tu vois, Mm. et qu'on a travaillé dans le but de faire une proposition aux gens. Bon, bah, si je postais que ça, il se passerait rien sur mes réseaux. Parce que les gens, ils aiment pas trop ce contenu-là sur les réseaux. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne aujourd'hui déjà de peut-être de cette conversation, puis de qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton album et pourquoi l'écouter si tu devais rapidement faire un petit topo de tout ce que tu penses de cet album et de ce parcours. Bon, alors, je sais. Alors pourquoi l'écouter, j'en sais rien. Chacun est libre de l'écouter ou de pas l'écouter, surtout. Tu vois. C'est aux gens de se demander pourquoi ils ont envie de l'écouter. Moi, j'ai juste dit ce que j'avais à dire, tu vois, parce que j'avais besoin de le dire et parce que j'avais le rêve de le dire, tu vois. Après, qu'est-ce que j'aimerais qu'on y retienne? Bah, je pense que j'aimerais qu'on y retienne ce dont on a besoin, ce qu'on peut épicorer, dont on avait besoin, parce qu'en fait, c'est pas une. Ouais, je suis chiant, hein, mais je donne jamais une réponse par oui ou par non, tu vois. Je pense qu'il faut rester dans le mouvement, et donc effectivement, dans ce mouvement, j'invite les gens à peut-être s'identifier à juste une phrase, en fait. Et juste si cette phrase. Moi, j'aime bien. Tu sais, il y a un humoriste qui s'appelle Edgar Rive qui dit un truc. Je crois que je suis assez d'accord avec lui sur ça. J'ai un peu envie de lui piquer le concept de. Il dit je veux être générateur de dinguerie. Il dit, tu vois. Ce que moi, j'appelle participer à l'incarnation, générer de l'incarnation. Tu C'est vois. vrai. C'est-à-dire que. Et ça, moi, il y a des gens qui m'ont fait ça, en fait. Les artistes, c'est ça qu'ils m'ont fait. Ils m'ont poussé à oser être moi-même, tu vois. Et donc, ils m'ont un peu permis de m'émanciper de certains concepts, tu vois. Peut-être que s'il n'y avait pas eu Kurt Cobain, je me serais senti obligé d'être en costard dans ma vie. Ou d'être, je sais pas, à saper un peu BCBG ou j'en sais rien, tu vois. S'il n'y avait pas eu des mecs que je trouvais plus cool que James Bond, tu vois, même si j'ai jamais trouvé vraiment cool James Bond, mais tu comprends l'idée, Oui. tu vois. S'il n'y avait pas eu des mecs que je trouvais plus cool que ces gars-là, qui étaient en vieux pull de grand-mère et jeans déchirés, tu vois, bah j'aurais pas osé porter des vieux pulls de grand-mère et des jeans déchirés parce qu'on reste un être humain, on a un biais de validation et c'est quand même un peu plus facile de s'incarner quand on a vu quelqu'un qu'on admire le faire avant nous, C'est vrai. tu vois. Alors c'est courageux de le faire sans avoir jamais vu personne, ça c'est peut-être le travail des artistes, tu vois. Mais après,
On peut pas exiger ça de tout le monde. Donc du coup, peut-être que les artistes, justement, leur travail, c'est de donner des autorisations. C'est de dire aux gens, vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tant que ça fait de mal à personne. Tu vois. Ouais. Tant que ça te fait du bien à toi, et puis tu feras même du bien aux autres en t'incarnant, tu vois, en vrai. Parce que tu vas donner des autorisations à ton tour. Tu vas dire aux gens, si, tu peux le faire. Donc après, est-ce que c'est parce que t'entends j'ai peur de perdre, mais j'ai pas peur de perdre, mais j'ai peur de ne jamais gagner, tu vois, ou est-ce que c'est parce que t'entends comme un ange en détresse et que tu t'identifies à cette phrase en te disant bah c'est ça, putain, moi j'ai tout fait pour être l'ange parfait que tout le monde attendait de moi et finalement je suis en détresse, ça va toujours pas, tu vois, ou alors si t'entends je sors des phrases qui me viennent comme ça au hasard, tu vois, mais j'ai le sentiment de verre, tu vois, ce truc où putain tu te sens frêle, un peu hypersensible et t'as l'impression que ça va casser d'une minute à l'autre, tu vois, ou dans Madrid où dans le refrain, tu vois, comme un coup de vent, on va prendre un verre sans se plaire, tu vois, ce qui romantise une situation où deux personnes vont vivre une aventure ensemble alors qu'elles assument un peu sans le... Enfin, elles assument pas du coup parce qu'elles se le disent pas, mais elles savent qu'elles ne se plaisent pas. C'est une situation qu'on a tous vécue. Tu vois, on a vécu cette soirée où en vrai on pécho quelqu'un qui nous plaît pas et on sait qu'on lui plaît pas. Juste, on est deux personnes un peu pitoyables ce soir-là qui n'ont pas envie d'être seules, tu vois. Et personne n'écrit jamais sur ça, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, c'est intéressant d'écrire sur ça. C'est intéressant de dire aux gens, les gars, vous n'êtes pas seuls en vrai, avoir un petit peu ce côté un peu pitoyable. Tu vois, on est tous des humains et on a des côtés un peu pitoyables, tu vois. Mais c'est pas grave. C'est ok en fait, et c'est le cas même des gens que tu penses être cool en vrai, tu vois. C'est clair. c'est ça le truc quoi. Et je trouve ça bien de rappeler aux gens, tu sais, moi souvent c'est un peu arrogant de ma part de dire ça, mais c'est un peu quelque chose que je pense. Il y a beaucoup d'artistes qui parlent de divertissement, j'ai envie de divertir les gens pour qu'ils oublient la dureté de leur vie, blablabla, tu vois. Moi j'ai pas envie de parler de divertissement, j'ai pas envie de dire aux gens, votre vie est dure, mais je vais vous la faire oublier. J'ai envie profondément que les gens, et j'y arrive peut-être pas, hein, tu vois, mais mon objectif, c'est que les gens ils se disent, ma vie, elle est belle, et il faut que je m'en rappelle. Ouais, c'est vrai. Tu vois, genre, ma vie, c'est pas ça, justement. C'est pas tous ces trucs que je fais tous les jours qui me coupent de ma vie. Ma vie, c'est ce moment-là, où je suis en train d'être peut-être avec 100 personnes, en train de crier et de chanter ensemble, ou avec ma femme, ou avec mes gosses, ou avec mon amoureux, ou ma vie c'est d'avoir eu le courage d'assumer qui j'étais, ou ma vie c'est justement, putain c'est pas ça là, c'est pas cette vie métro boulot dodo, genre moi j'avais envie de partir en Alaska, et ben je vais en Alaska, tu vois, et je pense à titre personnel que le rôle des artistes, c'est plutôt de rappeler aux gens que la vie est belle. D'ailleurs, c'est le titre d'une chanson, tu vois. Oui. Que leur vie, c'est pas justement la réalité de la vie, c'est pas métro boulot dodo. C'est ce qui se passe entre métro boulot dodo. Ouais, et ce que tu fais du métro boulot dodo. Et c'est ce que tu fais du métro boulot dodo. Si t'aimes bien ton boulot, bah c'est ta vie. Mais si tu l'aimes pas, et si t'as l'impression... Tu peux pas d'un côté te mettre en stand-by ton incarnation de toi-même pendant 8 heures par jour, le temps de remplir ton devoir professionnel, tu vois, et après dire aussi que tu te mets en stand-by le temps d'1h30 de concert. Mais en fait, c'est à quel moment que t'es là? Tu vois ce que je veux dire? Non, on n'est pas là pour divertir. Le divertir, c'est de la distraction, tu vois, quand même. C'est-à-dire, j'essaie de détourner ton attention de quelque chose, tu vois. Moi, non, je veux que tu sois là, ici et maintenant. Si j'arrive à faire ça, eh ben, je pense que j'ai joué mon rôle et que je suis en harmonie avec mon environnement, que j'ai pris ma part du devoir commun. Mais c'est pas facile et je suis pas sûr que j'y arrive encore. Merci beaucoup. Merci. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.